Thomas Hanke, je suis le correspondant du quotidien allemand Handelsblatt à Paris et j'ai le plaisir, l'honneur d'être le modérateur de ce débat. Sur le podium, vous voyez, et je vais les nommer dans l'ordre de gauche à droite dans votre sens, si je les vois, oui. Patrick Artus, économiste en chef de Natixis et membre du Cercle des économistes. Après, je vois qu'il a ses fans ici. Alexandre Bompard, le patron de Carrefour. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Simeon Djanko, qui était ministre des Finances de la Bulgarie, qui est de retour depuis quelques années à la Banque mondiale et qui est le directeur de la recherche et qui a écrit ou dirigé le dernier rapport sur le développement mondial. Elisabeth Moreno, je vais le dire en anglais, Head of Africa de Hewlett-Packard. Et Philippe Val de la Poste. Bon, je vois que vous êtes bien animés, c'est très bien, excellent. Bon, notre question, est-ce que la France peut donner un nouveau souffle à l'Europe? Si on avait posé cette question il y a 2 ans, je crois que la réponse aurait été bien sûr, clairement, parce qu'après la campagne d'Emmanuel Macron, après son discours à la Sorbonne, on voyait qu'il avait encouragé les pro-européens qui s'étaient un peu endormis, qui étaient sur la défensive. Après, il y a eu plusieurs développements un peu négatifs. L'Allemagne, surtout, a pris beaucoup de temps pour répondre à ces propositions. Il y a d'autres pays européens qui ont carrément freiné. On a eu un affaiblissement sur le plan interne avec les Gilets jaunes. Et là, nous sommes peut-être dans une nouvelle réalité depuis quelques jours, avec la décision sur les grands postes de l'Europe, présidence de la Commission, présidence de la BCE, aux représentants pour les affaires étrangères et le président du Conseil européen. Il y avait finalement un accord franco-allemand, un accord de tout le monde, et peut-être c'est une raison de se réjouir un peu et de voir ça comme la chance de démarrer carrément pour un programme de développement de l'Europe pour les 5 ans à venir. On va en discuter sur le podium et là, je donne la parole à Patrick. Merci beaucoup Thomas. Bon après-midi à tous. Donc je vais introduire cette session. Je crois que tous, sur cette table, nous allons dire qu'il faut réfléchir aux moyens de faire que l'Europe redevienne une grande puissance. Et donc, le programme pour l'Europe me semble être un programme qui part de l'identification de ce qui fait que l'Europe n'est pas une grande puissance. Et ceci a été débattu déjà à plusieurs reprises dans cette conférence. Alors, pourquoi l'Europe n'est-elle pas une grande puissance? D'abord, parce qu'elle ne sait pas gérer ses propres affaires, et en particulier, elle ne sait pas gérer le fait que les niveaux de vie divergent entre les pays européens, le fait que beaucoup d'emplois de bonne qualité disparaissent, que les emplois se développent dans des services où les rémunérations sont faibles, où la qualification souvent est faible. Nous avons absolument en Europe, et c'est un sujet sur lequel beaucoup d'économistes travaillent, nous n'avons aucun mécanisme qu'on appelle de partage des risques. C'est-à-dire si un pays va mal, qu'est-ce que les autres font pour l'aider? Dans la plupart des pays, ça se fait par un budget commun, on sait qu'on n'en veut pas, ou très peu. Ça peut se faire aussi simplement par le fait qu'on a diversifié la propriété des entreprises. Si je suis actionnaire d'une entreprise allemande et si je suis français, si la France va mal, je reçois des dividendes de l'entreprise allemande. Et aux États-Unis d'ailleurs, c'est ce mode-là de partage des risques qui est le plus important, qu'on peut appeler de type privé. Nous ne réagissons pas à la déformation de la structure des emplois, ce que les économistes appellent la bipolarisation.
On crée un petit peu d'emplois haut de gamme, beaucoup d'emplois bas de gamme. Et je sais que sur la table, plusieurs de mes camarades ici vont vouloir parler de ça. Et nous détruisons les emplois intermédiaires, en particulier dans l'industrie. Ceci ne va pas s'arranger avec la crise qui s'annonce dans l'automobile, dans la chimie, etc. Et donc, on ne peut pas être une grande puissance si on ne gère pas l'hétérogénéité des régions et si on ne gère pas la qualité des emplois. Deuxième raison pour laquelle on n'est pas une grande puissance, nous n'avons pas de coordination des politiques économiques là où c'est nécessaire. Alors c'est nécessaire quand il y a ce qu'on appelle des externalités, si la politique économique dans un pays nuit au bien-être des autres pays. Or, nous n'avons aucune coordination de la taxation des profits des entreprises, des cotisations sociales des entreprises, des subventions à l'implantation, et Xavier Bertrand est spécialiste de la question des entreprises étrangères. Ceci n'est pas des règles du marché du travail, de l'indemnisation du chômage, etc. C'est hallucinant quand vous y pensez. On est dans un monde encore où un État tout seul peut décider de baisser ses impôts, ses cotisations sociales ou la générosité des systèmes de protection sociale et essaye de faire de la croissance au détriment des autres pays, en particulier de la zone euro, puisqu'on a le même taux de change et qu'on ne peut pas corriger par le taux de change. Donc ceci, évidemment, nuit totalement à la capacité de l'Europe d'être une grande puissance. Troisième sujet qui est extrêmement important, nous n'avons pas de grandes entreprises dans les industries du futur. Alors c'est quelque chose sur lequel on va revenir dans cette table ronde. Nous n'avons pas les Amazon, les Google, les Alibaba, etc., les Tencent. Pourquoi ? Probablement, il y a une question concurrence, mais probablement aussi, il y a une question, le marché unique, c'est une théorie, mais ce n'est pas une pratique. Chaque pays a son marché. Si je fais un moteur de recherche en France, j'ai du mal à le vendre en Allemagne, etc. Donc, nous n'avons pas de cloud européen. Enfin, donc, il n'y a pas. En réalité, le marché unique, c'est une fiction. Hein. Nous sommes encore dans des marchés séparés. Je continue. Nous ne sommes pas une grande puissance parce que les États ne financent pas ce qui fait l'avenir. Aux États-Unis, il y a le DARPA, qui est une façon de l'administration américaine finance les programmes de recherche fondamentale les plus importants pour l'avenir. On ne fait pas ça en Europe. Oui, mon temps est écoulé, je termine au bout de 22 secondes. Et il faut absolument, évidemment, avoir cette réflexion que nous continuerons à avoir ici sur qu'est-ce qu'on fait dans un monde de taux d'intérêt bas pour financer la recherche fondamentale et les programmes d'avenir. Et dernier point, la monnaie, qui est un point extraordinairement important. L'euro, c'est pas une monnaie. Hein. On croit que l'euro, c'est une monnaie, mais c'est pas une monnaie. Une monnaie de réserve, c'est pas une monnaie, c'est des actifs financiers dans cette monnaie. On n'achète pas des dollars, on achète des dettes du Trésor des États-Unis, des treasuries. Or, il y a autant de dettes en euros que de pays européens. Donc l'euro n'est pas une monnaie de réserve. La monnaie de réserve, c'est un incroyable instrument de puissance. Ça permet de se financer pas cher, et Donald Trump l'a parfaitement compris, qui fait financer par le reste du monde pas cher les déficits publics qui vont le faire réélire. Hein, c'est quand même très génial du point de vue de l'analyse économique. Et l'euro, la monnaie de réserve, ça permet l'extraterritorialité du droit, ce que les Américains ont très bien compris aussi. Et donc, pour que nous ayons une monnaie de réserve, il faut qu'on fasse de l'euro une monnaie. Donc, il faut une dette de l'euro. Hein. Et donc, quand j'entendais ce matin le débat, j'ai l'impression qu'on sautait quand même les étapes. On disait, l'euro, ça va devenir une grande monnaie de réserve. Non, ça ne va jamais devenir une grande monnaie de réserve tant qu'on ne sera pas capable de fabriquer une dette de l'euro, hein, qui sera la monnaie, l'actif financier que le reste du monde voudra acheter. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Avant de passer la parole à Alexandre Bompard, deux questions très rapides. Premièrement, on aura une présidente de la Banque centrale européenne. Est-ce que c'est le nouveau souffle qu'on attend? Deuxième question, il y a quand même un accord, il y a eu un accord sur le budget européen, sur le budget de la zone euro en mois de juin. Est-ce que c'est une mini-révolution, comme dit Bruno Le Maire, ou est-ce que pour toi c'est une maxi-déception? Non, sur le premier point, moi, je vais dire assez franchement mon je vais dire mon incertitude. Je ne sais pas s'il faut politiser la BCE. Si on politise la BCE en mettant à sa tête quelqu'un qui est une forte personnalité politique, on crée bien sûr une banque centrale probablement plus puissante, mais dans le même temps, la politique monétaire, c'est super techno, quoi. Je veux dire, hein, c'est des trucs hyper compliqués, avec des mécanismes très compliqués.
Et c'est pour ça qu'en général, les économistes, enfin, ils plaident évidemment pour eux, parce que ça fait toujours un poste, mais ils disent que c'est mieux quand c'est un économiste qui est à la tête d'une banque centrale. Enfin voilà, donc j'ai pas d'idée forte. Et sur le deuxième point, on a parlé beaucoup du plan Juncker ce matin, je crois que c'est Christian de Boissieu qui en a parlé. Le plan Juncker, c'est financé AAA par la BEI. Donc ça ne peut pas être un plan d'investissement à risque. Donc ce qui nous manque, c'est un plan d'investissement, c'est un Juncker à risque. Quelque chose qui permette de faire des investissements qui peuvent rater. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire dans la zone euro. D'accord. Alexandre Bompard, Patrick, il a mentionné le fait qu'il n'y aurait pas de grands groupes européens, surtout dans le numérique, que le marché intérieur ne fonctionne pas très bien. Je crois que ce sont deux sujets qui vous touchent directement. Donc, on attend votre contribution. Oui, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là à cette heure que nous savons difficile. On est sensible à votre présence. Pendant le déjeuner qui a précédé cette rencontre, on m'a posé deux questions. La première, c'est Carrefour a-t-il une chance ou a-t-il une chance de revenir sur ses deux concurrents, le chinois Alibaba, le second Amazon? Donc là, j'ai eu un mouvement d'inquiétude visiblement dans le regard. Et on est passé à la deuxième question qui était comment l'Europe peut-elle favoriser, sinon favoriser, du moins créer les conditions pour qu'une compétition plus équitable prenne place? En y réfléchissant, je crois qu'il y a deux réponses à ça, du réalisme et de l'élan. Le réalisme, ça impose de comprendre que nous sommes, ce que je vais dire a l'air d'être un lieu commun, mais quand on voit la régulation européenne, ce n'en est pas un, que nous sommes dans une compétition mondiale. Je n'utilise pas le terme guerre économique parce qu'il est un peu trop connoté, mais c'est une compétition mondiale avec des pays qui, eux, ont compris que les entreprises nationales devaient être favorisées. Et nous avons deux éléments, vous le disiez à juste titre, qui préjudicient les entreprises françaises. Le premier, c'est la régulation concurrentielle. Il faut qu'on ait conscience, les uns et les autres, que nous avons créé un corpus de règles et que la manière dont elles ont été appliquées au fil des années défavorise à la fois l'Europe, empêche des champions nationaux d'émerger, et que là où, en Chine ou aux États-Unis, la concentration n'a fait que s'accroître dans les 20 dernières années, en Europe, elle n'a fait que décroître. On ne ferait plus Airbus aujourd'hui, on ne pourrait plus faire Airbus aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a une fusion transfrontalière, la dernière c'était Alstom-Siemens, elle n'est pas possible. La plupart des grands groupes industriels qui cèdent des actifs en Europe les cèdent à des entreprises extra-européennes parce qu'elles ont peur des contreparties qui leur sont demandées. Ça signifie qu'une des ardentes nécessités, c'est de revoir le corpus de règles, de comprendre que quand on régule, là ce n'est pas une critique contre le régulateur, c'est ceux qui établissent les règles, qui doivent aujourd'hui prendre conscience. On ne peut pas le faire seulement en fonction de l'intérêt du consommateur, on doit le faire en fonction d'intérêts stratégiques, de la volonté d'avoir des champions nationaux, de l'emploi, mais même du rayonnement culturel. Autrement dit, on a besoin que la régulation se fasse aussi et qu'elle permette à des champions européens d'émerger. La deuxième sujet, c'est la stratégie commerciale. A-t-on le choix que l'Union européenne ne signe pas des grands accords avec les autres continents? La réponse est non. On a besoin d'une Union européenne qui bâtisse des plateformes d'accords commerciaux. Mais on a ensuite besoin, une fois que cette stratégie a été mise en place, que leur application se fasse en s'assurant que l'équité de respect des normes sociales, environnementales soit là, et que l'équité fiscale aussi soit préservée. Il n'est pas tout à fait normal que 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après l'avènement des géants du numérique, on en soit encore à considérer qu'il y a un tel décalage de compétitivité fiscale entre un groupe français et un acteur américain ou chinois. De temps en temps, vous savez, moi j'adore le tennis, comme certains d'entre vous le savent. C'est comme si vous jouez un peu contre Roger Federer et au moment où vous faites le premier point, l'arbitre annonce 4-0, 0-30. Mais vous n'avez pas commencé le premier point. Et c'est en faveur de Roger Federer. Et donc, il faut absolument que les règles d'équité fiscale soient rétablies. La France a fait un pas, la taxation commence, mais c'est un sujet absolument essentiel. La deuxième chose, c'est l'élan. Il faut que notre continent retrouve un élan, une vocation, une mission, quelque chose qui emmène les citoyens. Et moi, je suis absolument convaincu que cet élan, cette mission, c'est d'être le continent de la révolution écologique.
C'est une révolution écologique et révolution alimentaire. On a tout pour ça. D'abord, on a la crédibilité politique. Ensuite, on a le momentum politique, pas seulement à cause des élections, mais parce qu'on voit bien que les jeunes générations et les mouvements qu'ils incarnent le souhaitent. On a aussi des entreprises, qu'elles soient dans le domaine énergétique, alimentaire, agroalimentaire, distribution, qui ont fait de ce sujet leur sujet cœur. On a des citoyens qui le demandent, on a des technologies qui émergent. On a là un nouvel élan qui peut nous permettre de redevenir un continent différenciant. Les Américains, à cause de Trump, mais pas seulement, n'ont pas fait de ce sujet leur grand sujet. Les Chinois, pas encore. Et on a un nouveau projet sociétal, technologique, économique, politique de reconquête qui peut, pour des entreprises aussi comme les nôtres, redonner un élan, un espoir, une énergie collective, à la fois pour toutes les générations, pour toutes les entreprises et pour tous les citoyens. Donc, du réalisme et de l'élan. Merci beaucoup. Aussi pour vous, une question rapide. Il y a quelques mois, Bruno Le Maire et son homologue allemand, Peter Altmaier, ont publié une contribution où ils demandent justement d'amender le droit européen de la concurrence. Jeudi, il y a la Pologne qui a joint cette initiative. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens? Par exemple, pour répéter pour ceux qui n'ont peut-être pas lu, il demande entre autres d'élargir l'horizon quand on regarde la situation de la concurrence, donc qu'on ne regarde pas les 2 ans à venir, mais les 5 ans à venir, qu'on prend mieux en compte le marché mondial. Est-ce que ce sont des propositions pour vous qui adressent les problèmes que vous avez mentionnés? Écoutez, quand le régulateur, sous l'influence politique, est contraint, de voir à 5 ans plutôt qu'à 2 ans, c'est une bonne nouvelle. Quand il élargit le marché pertinent, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut aller vite. Si on ne va pas vite sur ces sujets, si on ne prend pas conscience qu'il faut absolument permettre au groupe européen de croître, d'imaginer des opérations qui leur permettent de se consolider, d'ouvrir des nouveaux marchés en Europe, sans se poser comme première question, comme seul préalable, est-ce qu'en droit de la concurrence ça passe? Un jour, on se réveillera avec des groupes nationaux qui seront tous des groupes qui appartiennent à la 2e division. Donc il faut aller vite. Regardons les régulations dans les autres pays. Je laisse l'oligopole, voire parfois le monopole se constituer. Et puis quelques années après, si ça va trop loin, je le régule. Chez nous, c'est fait dans l'autre sens. À force d'être fait dans l'autre sens, les entreprises européennes, et pour discuter souvent de ce sujet avec certains collègues, commencent avant toute opération par se dire « est-ce que ça passe ?» C'est plus possible. Merci. Elisabeth Moreno, on parle beaucoup de grands groupes, de grandes entreprises. Évidemment, c'est extrêmement important. Mais il y a aussi la question des talents et des valeurs. Quand on regarde Facebook, les 5 personnes les plus importantes chez eux dans l'intelligence artificielle sont des Européens, ni des Américains, ni des Asiatiques. Donc, visiblement, nous ne sommes pas complètement nuls. Nous avons les talents. Je crois que c'est un sujet qui vous intéresse. Non seulement nous ne sommes pas complètement nuls, mais nous sommes très très loin d'être nuls et nous sommes plutôt bons. Vous l'avez dit, on est un peu partout dans le monde. Je pense qu'on est les seuls à oublier combien on peut être bon. Bonjour à tous. Je suis tout à fait ravie d'être avec vous ici. C'est un véritable privilège, surtout pour parler de quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je travaille dans les technologies depuis un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Et il y a un phénomène assez inquiétant qui est en train de se passer, c'est le désamour qu'il y a pour les technologies. Et on voit aussi ce désamour pour l'Europe. Et on voit le désamour pour l'Union européenne. Et quand j'ai vu l'intitulé de la session à laquelle j'allais participer, j'ai souri et en même temps j'ai été un peu inquiète. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que l'une des plus grandes puissance économique mondiale, l'une des fondatrices de l'Union européenne, en arrive à se poser la question aujourd'hui de savoir comment elle peut donner du souffle à l'Europe. Et moi, je suis née en Afrique, je suis née dans un tout petit archipel de 550 000 personnes, donc c'est vous dire s'il est petit, où la plupart des gens gagnent ou vivent avec moins d'1 euro par jour.
Et là-bas, ces gens-là ne se posent pas la question de savoir s'ils vont pouvoir influencer 511 millions de personnes dans le monde, parce qu'eux sont en mode survie au quotidien. Et nous avons la chance de vivre dans un pays qui a tout. Ce pays a tout. Moi, je dois mon éducation à la France. C'est en France que j'ai appris à travailler. C'est en France que j'ai démarré ma carrière. Et c'est en France que j'ai découvert les valeurs de liberté, égalité, fraternité. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir travaillé pour 3 grands groupes mondiaux, un très grand groupe mondial français, un très grand groupe mondial américain et un très grand groupe mondial chinois, et à chaque fois dans les technologies. Vous avez entendu parler ce matin par Monsieur le maire de cet accord qui a été passé avec l'Allemagne sur l'Airbus des batteries. Ça m'a fait penser à l'Airbus d'il y a 20 ans, ce groupe EADS, cette alliance entre la France et l'Allemagne pour construire quelque chose, pour construire un projet. Et grâce à ce projet commun, Airbus, quelques années après, un peu sous la douleur, mais Airbus a réussi à devenir la première compagnie mondiale de l'aéronautique pour les avions de plus de 100 places. Et les Américains avaient trusté cette place pendant des années. Et ça m'a amené à penser que peut-être ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un projet commun. Parce que finalement, dans l'Union européenne, l'union, elle n'existe pas. Elle n'est pas là. C'est déjà difficile de s'unir à 2, mais comment imaginer qu'en étant 28 nationalités, 28 cultures, 28 traditions, 28 intérêts différents, comment on peut imaginer réussir ensemble et résoudre les problèmes que rencontre l'Europe, et Dieu sait que ces problèmes sont identiques, parce qu'il n'y a pas un seul pays en Europe aujourd'hui qui échappe au chômage, qui échappe à l'immigration, qui échappe au terrorisme, qui échappe à la crise environnementale. Donc on a tous les mêmes problèmes, mais on n'a pas cette intelligence de se dire, puisqu'on a les mêmes problèmes, puisque ensemble on est le plus grand marché mondial, on a peut-être des choses à partager et faire en sorte de trouver des solutions qui servent à tous. Donc, moi, je me dis que finalement, cette problématique des technologies qui font peur aux êtres humains, l'intelligence artificielle, la robotisation, l'automatisation, l'industrie 4.0 fait peur aux êtres humains. Elle fait peur parce que c'est la perte des jobs, parce que c'est nos libertés individuelles, parce qu'on n'a pas envie de voir le montant de notre compte en banque affiché sur les réseaux sociaux, parce qu'on se demande finalement jusqu'où va aller cette course au big data. Et je me dis que finalement, ce que la France a à apporter à l'Europe, c'est ce que nous sommes, c'est nos valeurs. On est le pays de la révolution sociale. On est le pays qui a toujours, depuis la Révolution, mis l'humain au cœur de toutes nos batailles. Simplement, aujourd'hui, on a tout, on n'a plus besoin de rien, et on oublie ce qui a construit nos valeurs et ce qui a construit ce que la France est aujourd'hui et ce qu'on nous envie, quoi qu'on en dise. Je voyage énormément, je travaille avec le monde entier. Et la France aujourd'hui est un pays qui est admiré, pas seulement pour le luxe, pas seulement pour le bon vin, mais aussi parce que nous avons des valeurs. Et c'est de ça, il faut qu'on se souvienne de qui on est et de quel projet on veut construire pour l'Europe. Et avant d'envisager de donner un souffle à l'Europe, il faut que nous retrouvions ce souffle. Xavier Bertrand, vous êtes le seul politique sur ce podium d'économistes et d'entrepreneurs. Ne le dites pas, personne ne le savait. Comment vous réagissez à ces propositions et ces analyses qu'on vient d'entendre? Bon, tout d'abord, merci à Jean Hervé au sein des économistes de continuer à inviter des politiques, parce que non, ça permet aussi de frotter des convictions à la réalité économique. Et je pense que le monde politique a besoin de culture économique et en ce qui me concerne, c'est important pour moi de venir au cercle. Donc j'en profite pour remercier. Je voudrais venir sur le sujet vraiment de la table ronde. La France peut-elle donner un nouveau souffle?
Oui, je pense qu'elle le peut, je pense qu'elle le doit, mais j'ai le sentiment aujourd'hui que l'Europe n'attend pas la France. Et pour cela, il faut aussi que ce soit la France qui retrouve un nouveau souffle. Et retrouver un nouveau souffle, ça veut dire être exemplaire dans le discours que tiennent les responsables français vis-à-vis de l'Europe, et également que l'on soit exemplaire en matière d'adaptation à la mondialisation, de modernisation de notre pays, je vais utiliser le mot, en matière de réforme. C'est la seule façon pour nous de pouvoir jouer un rôle différent. En termes de discours, vous connaissez le principe, quand quelque chose va bien, c'est grâce aux responsables politiques français, et si quelque chose va mal, c'est la faute à l'Europe. Je ne caricature pas, ça a longtemps été le cas et c'est encore en partie le cas. Ça veut dire qu'il ne faut pas être des Européens timides, même si on a parfois des reproches, il faut faire des propositions pour changer ce qui ne va pas. Mais le problème est très simple, l'Europe pour la France, ça n'est pas une option, c'est une évidence. Même si ça ne plaît pas à certains partis politiques, ce n'est pas un drame. Moi, je le dis dans ma région des Hauts-de-France, j'ai beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de confort pour travailler avec les fonctionnaires de la Commission européenne qu'avec une bonne partie de la technostructure française. Quand l'Europe dit, elle fait. Et j'ai un projet de canal Seine-Nord Europe où l'Europe a décidé d'augmenter sa participation 5 milliards d'euros. J'attends toujours la confirmation du chèque français. L'Europe a dit oui depuis longtemps. Donc il faut ne pas hésiter à dire merci l'Europe et c'est grâce à l'Europe avec une dimension très concrète en matière d'investissement et d'emploi. Le deuxième aspect, c'est que, je l'indiquais, il faut vraiment renouer avec des réformes de structure. Pourquoi ? Pas pour avoir une bonne note en soi, mais tout simplement pour se redonner de véritables marges de manœuvre et de pouvoir aussi être compétitif en acceptant de considérer que la question de la baisse de la dépense publique, là aussi, ce n'est pas une option, c'est aussi une vraie façon de pouvoir avoir des marges de manœuvre politiques. Le deuxième sujet, c'est que je pense que c'est la place du couple franco-allemand. La présentation de ce matin était très importante, mais ce couple franco-allemand, c'est comme l'Europe. Ça n'est pas une option, c'est une évidence. Mais il faut donc accepter que l'on remette à plat l'ensemble des différends entre la France et l'Allemagne. Ne faisons pas semblant d'être d'accord sur tout. Et si on n'est pas d'accord sur tout, ce n'est pas forcément un drame. Et moi, je rêve qu'Emmanuel Macron et Angela Merkel, aujourd'hui, s'isolent pendant 48 heures dans un endroit avec leurs équipes rapprochées pour voir clairement ce qui pose problème dans les différends. Est-ce qu'on peut rapprocher les points de vue et où on ne s'échange pas des lettres où on s'envoie qu'on n'est pas d'accord ou autre, parce qu'on se demande si les choses vont bien ou pas. Au final, on l'a vu avec les top jobs, ça s'est bien passé. Le choix qui a été fait, je le pense sincèrement, est un bon choix pour l'Europe, un bon choix pour la France, un bon choix pour l'Allemagne, mais en premier, un bon choix pour l'Europe. Mais il faut aussi dire très clairement, en matière de commerce mondial, on n'est pas d'accord. Est-ce que ça peut se régler ou pas? Je pense que oui, mais il faut mettre ces différends sur la table. En matière de politique monétaire, de politique fiscale, même de politique agricole, de vision de l'euro ou de vision de l'Europe, il y a ces différends. Mais à force de ne pas purger ces problèmes, on est dans la contradiction. Vous connaissez ce principe, on sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Ne restons pas dans l'ambiguïté. Assumons les différences quand il y en a, mais essayons d'en faire de vrais points de convergence. Mais ce couple franco-allemand ne doit pas non plus être exclusif. Et la France doit aussi renouer avec le bilatéral, de se chercher aussi différents autres partenaires, de ne pas hésiter à parler, Bruno Le Maire le disait ce matin, avec les pays de l'Est, mais aussi les pays scandinaves. On le voit bien aussi, c'est plus compliqué avec l'Italie, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on le voit avec l'Espagne, on le voit aussi peut-être avec les Néerlandais. Nous devons refaire du bilatéral et ne pas donner le sentiment que ce couple franco-allemand est exclusif et nous empêche de parler avec les autres. Et le tout dernier point, parce que vous ne le voyez pas, mais il y a un petit panneau stop qui vient d'être relevé à l'instant. C'est au fait, si on veut être hyper concret, l'Europe demain, elle repart sur quelle priorité? On ne peut pas continuer à s'occuper de tout de la même façon. Quelles sont les priorités qu'évoquait Patrick tout à l'heure sur lesquelles l'Europe met le paquet? Moi, je pense qu'il y a bien évidemment cette question de la politique commerciale, de l'industrie, mais pardonnez-moi, pas seulement les industries de demain. Les batteries, c'est bien, il faut faire, si la bataille n'est pas encore perdue. Mais l'hydrogène, ça par contre, c'est intéressant. Et là, on a la possibilité justement d'être beaucoup plus efficace. Il y a la question du spatial, il y a la question également, on n'est pas dans une dimension économique, la politique étrangère, la politique d'immigration, de sécurité intérieure, et il y a un tout dernier point, et là je tends la perche à la fois au modérateur et à vous-même, il y a un point sur lequel la France, peut-être par rapport à son image de protectrice des libertés, mais aussi plus loin en matière économique, c'est la question du numérique. Si on n'a pas conscience
que les GAFAM sont en train de tuer une bonne partie de l'économie européenne, mais que ces GAFAM sont en train de nous faire changer de société, je suis désolé, c'est l'Europe qui a le pouvoir, parce qu'il ne faut pas attendre grand-chose des États-Unis, il ne faut rien attendre des Chinois, mais c'est l'Europe qui peut le faire, et je suis intimement convaincu que c'est la France qui doit jouer ce rôle, et pour donner un nouveau souffle, tout simplement pour remettre les GAFAM à leur place, mais pas la place d'ultradomination qui est la nôtre aujourd'hui. Philippe. Oui, je crois qu'on vient de le voir avec le responsable politique qui dessine les grandes orientations, la question des valeurs. Une façon de donner du souffle, c'est d'essayer de répondre aux grands problèmes auxquels la société européenne est et va être confrontée. L'un des très grands problèmes, c'est celui du vieillissement de la population. C'est une évidence pour vous tous. La démographie commande et le rapport Libaud, du nom d'un haut fonctionnaire sur le grand âge, montre que notre pays prend conscience de ce sujet. Or, la façon dont l'économie de services va traiter ce sujet du vieillissement demain est un sujet majeur, non seulement pour la cohérence des sociétés européennes, mais aussi pour leur croissance. Le vieillissement, vous l'avez tous en tête, c'est vu, notamment par les économistes, comme un facteur de ralentissement de la croissance. Pas du tout parce qu'il y a une différence de dynamisme entre les jeunes et les vieux. À mesure qu'on vieillit, on considère que ceci n'est pas vrai. Il n'y a pas de différence de dynamisme entre les jeunes et les vieux. Mais, économiquement, quand il y a plus d'inactifs, c'est-à-dire plus de vieux dans une économie, eh bien, la croissance a tendance à ralentir. Mais nous ne devons pas voir ce sujet du vieillissement qui affecte tous les pays d'Europe et après-demain tous les pays du monde comme une menace, mais comme une opportunité, une incroyable réserve de croissance économique autour de l'économie de services. En 2030, il y aura dans notre pays 1,3 million de nonagénaires. Il y aura des dizaines de milliers, j'ai dit, des dizaines de milliers de centenaires. Considérons ceci comme une opportunité pour nos pays et travaillons à ce qu'une économie de services puisse répondre à ces besoins et alimente la croissance européenne. Comment? Eh bien, en considérant ces travailleurs, cette économie de services, humainement, socialement, économiquement. Humainement, ça se joue dans nos yeux et dans nos têtes. Considérez que les aidants qui s'occupent de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, ont un travail noble et nécessaire. Et ça se joue dans notre propre considération. C'est aussi un enjeu de valeur. Considération sociale, que les conditions de travail de ces salariés, que les conditions de formation de ces salariés, parce que s'occuper de personnes âgées est quelque chose de technique et de difficile, évolue et soit mise en place dans les sociétés européennes, et d'ailleurs que l'Europe investisse dans ces domaines, à la fois dans la technologie et dans la gérontologie. Et puis enfin, les conditions de considération économique, puisque nous considérons tous que ces emplois de service qui vont être aux côtés de millions et de millions de personnes en croissance dans toute l'Europe sont utiles socialement, acceptons de rémunérer l'utilité sociale. C'est une façon très concrète de faire vivre les valeurs. Considérez donc que l'économie de service et la vague grise qui attend les sociétés européennes n'est pas quelque chose dont il faille se lamenter. Il ne faut pas s'en lamenter. D'ailleurs, ça arrive. Ça va nous concerner tous. Considérez qu'une société se grandit de l'attention qu'elle porte aux plus fragiles, et le grand âge, c'est devenu un âge de la fragilité. Considérez enfin que c'est un réservoir d'emplois absolument énorme dans tous les pays. On parle en France de besoins d'emploi de 50 000 personnes dans ces domaines. Et considérez enfin que, et nous essayons de le faire chez nous à la Poste, avec
notre fameux veiller sur mes parents, où on envoie le facteur visiter les personnes âgées, considérer que l'utilité sociale mérite d'être défendue de manière concrète et répondre aux besoins que les sociétés européennes ont. Le vieillissement est un problème majeur et nous pouvons en faire un réservoir de croissance. Siméon, nous venons d'entendre une belle panoplie d'idées françaises. Vous, en tant que non-français, qu'est-ce qui vous paraît le plus intéressant, le plus pertinent? Ou est-ce que vous pensez que la France a vraiment son mot à dire? Et où est-ce que, en tant qu'Européen non-français, vous disiez « là, je ne suis pas d'accord » ? The question that this panel is supposed to address is, can France lead Europe? And the answer to that is no. France is too arrogant to lead Europe and has been for many, many, many years and decades. What do I mean by arrogant? In economics, we have this simple concept called comparative advantage, which basically tells you just do things that you're good at and don't do things that you're bad at. France, however, is so arrogant that it continues telling Europe how to do things that it's bad at. So some examples. Say that if we had a discussion in Europe how to improve our football skills, France actually has a lot to say because you're the world champions. So we will listen and we will take notes and we will probably follow what you tell us. Say that we have a discussion of winemaking, how to have much, much better winemaking all over Europe. Again, we'll listen to France because you're the number one power in the world in making wine. More serious examples. If we discuss rule of law, how to organize institutions so that there is less corruption, so there is rule of law. France is among the best in the world, we would listen. If it's about human capital development, healthcare, education, we would listen. If it's about energy, we would listen. But what does France try continuously and fail to tell the rest of Europe? How to do tax policy, common tax policy. France is actually the worst country in Europe on tax policy. Terrible, terrible. Terrible corporate taxes, the highest in Europe, lots of exceptions, terrible tax policy. Bulgaria, by the way, my own country, has much better tax policy. 10% personal income tax, 10% corporate income tax, 5% shareholder tax. So every time that I've been in ECOFIN with French finance ministers and they've raised this issue, let's follow the French example, I've raised my hand and said, actually, why don't we follow the Bulgarian example because many more countries will follow. Fiscal policy. This is now, with this government, also a big topic that the rest of Europe should follow France in terms of fiscal policy. Actually, for the last 30 years, there has been only 1 year, and this was cause for big celebrations in France, that France managed to go below the 3% deficit to GDP level. Bulgaria, small country, few people would follow it. Out of the last 25 years, 24 years below 3% of deficit to GDP. Why should the rest of Europe follow France if you are so terrible? One after another finance minister have failed to keep the Maastricht criteria. And finally, and I finish with this, labor policy. So one of the latest ideas is for France suggesting to the rest of Europe to have common minimum wages, common labor regulation. France is actually the worst country in Europe in terms of labor regulation. It has per capita the highest number of absenteeism from work, either due to strikes or due to supposed illnesses and so on. Why should the rest of Europe follow? So to be constructive at the end to say, if France is more modest and says, whatever we know, and we know a lot, I already mentioned a few areas, digital technologies, by the way, one other, let's tell the rest of Europe on that. And on other things, we'll listen. Thank you. Je suppose que tout le podium est d'accord, non?
Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir? Ah non, moi je ne peux pas laisser dire ça, enfin pas tout en tout cas. France has one of the best productivity in Europe, okay? The problem with between France and the rest of Europe is French people, when they work with European or American, when they are asked something, they say no before doing it. But they do it better than other organizations. Patrick. Je voudrais juste faire une brève remarque. Enfin, il ne me semble pas que le taux optimal d'imposition est de 0. Hein, et effectivement, on touche ici à un sujet relativement sérieux, c'est que si on ne fait pas la coordination fiscale en Europe, nous aurons tous un taux de fiscalité de 0, sauf sur ce qui ne peut pas bouger. Ce qui ne peut pas bouger, c'est les travailleurs peu qualifiés et les immeubles. Donc si vous voulez une fiscalité qui ne porte que sur les peu qualifiés et les immeubles, laissez faire la concurrence fiscale en Europe. Avant de passer la parole à la salle, j'aimerais bien poser une dernière question au podium, à celui ou celle qui veut répondre. C'est très bien de penser au souffle qu'on peut donner à l'Europe, mais il faut bien se rendre compte que le peuple européen lui-même a soufflé assez fort lors de ces dernières élections européennes. Et dans la majorité de nos pays, la priorité numéro 1, la plus grande préoccupation, c'est la lutte contre le changement climatique. On n'en a pas encore tellement parlé sur ce podium. Qu'est-ce qu'on peut faire pour adresser cette priorité des électeurs, des citoyens européens? Qui veut se prononcer? Patrick? Je la prends. Ah, d'accord. Alexandre, vous avez raison. Hein. Ce qui est extraordinairement frappant, à la fois lors des dernières élections, mais au fond, si on remonte un peu avant les élections, quels sont les grands mouvements apparus depuis 18-24 mois, hors élection politique, mais avec un enjeu, un sujet, ce sont les sujets climatiques. Hein. Je pense à tous ces mouvements de jeunesse autour de ces sujets-là. On voit bien qu'on est à un mouvement d'accélération extraordinairement fort de la prise de conscience des jeunes générations qui ne nous pardonneront plus demain de ne pas avoir mis en place les conditions du traitement de ces sujets-là. Moi, je le vois dans un sujet que nous sommes quelques-uns à bien connaître dans cette salle, qui est le sujet de la révolution alimentaire. Les jeunes générations aujourd'hui, et je pense que ça transcende de plus en plus les générations, souhaitent que leur alimentation, elle soit compatible avec l'avenir de la planète, l'avenir des producteurs. Ils ne comprennent plus aujourd'hui qu'on aille importer des produits alors qu'on peut consommer ceux du producteur près de chez soi et qui doit être rémunéré de manière équitable. Et l'avenir de leur santé et leur santé. Et donc, ces sujets-là, que ce soit en matière de transition énergétique ou de transition alimentaire, cette nécessité de changer de modèle de production, de consommation, de sortir d'une industrialisation forcée sur un certain nombre de sujets, c'est le grand sujet du continent. On a une chance inouïe collectivement, c'est que le défi du siècle, il nous est proposé et qu'on a tous les atouts collectifs, plus le mode de vie à l'européenne, pour embrasser cette problématique-là et restaurer un leadership que nous avons, il faut bien se le dire, perdu sur le digital. L'idée selon laquelle naîtrait demain matin un groupe européen qui pourrait concurrencer les GAFA ou les 5 acteurs chinois sur le digital, je n'y crois pas. En revanche, sur ces sujets-là, on a une magnifique opportunité collective qui nous est présentée. Si je peux juste rebondir sur ce que dit Alexandre, juste quelques instants. Sur la question du digital, on a un sujet d'actualité. C'est la monnaie de Facebook, Libra. Est-ce qu'on laisse faire en se disant « Tiens, c'est sympa, il y a un nouveau truc qui est en train de naître » ou est-ce que l'on voit que les GAFA sont en train de se doter d'un outil de souveraineté qui, pour l'instant, semble encore une fois ne pas trop inquiéter, mais qui, demain, peut changer fondamentalement la nature de nos rapports à la monnaie et à fausser la concurrence monétaire et à tout changer. Et là, je le dis, elle n'est pas là, mais je pense que la future patronne de la Banque centrale européenne doit aussi dire très rapidement ce que les organes de régulation comme la BCE souhaitent dire. On ne peut pas laisser faire Facebook avec Libra. Tous les défis du numérique sont aussi importants que la transition écologique. Merci.
On va rapidement prendre quelques questions groupées. Vous avez des micros dans la salle. S'il vous plaît, des questions courtes et présentez-vous, s'il vous plaît, et dites à qui vous vous adressez. La première ici devant. Oui, pardon. Alors, j'étais là. Eugène Berg, peu importe. Alors, ma question d'abord va à Xavier Bertrand. Est-ce que la France, elle a proposé, enfin, on a proposé il y a longtemps le fameux noyau de l'Europe. Schäuble, Lamers, Giscard d'Estaing l'a écrit dans un repas, Christian Saint-Étienne, qui est actif, le dit. Est-ce que la France n'avance pas dans cette direction parce qu'elle a peut-être peur d'être le dernier de la classe hanséatique, ou est-ce qu'elle a des réticences? Quel est votre point de vue à vous et d'autres intervenants? Et ma deuxième question, c'est recherche-développement. Désolé, une question. Ah bon, d'accord. Recherche-développement, c'est une belle question. Rapidement, les cercles exclus. Il faut donc proposer à tous les pays, et ceux qui ont envie de venir viennent, mais qu'ils n'empêchent pas les autres d'avancer. C'est la question des coopérations renforcées. Ça a été dit tout à l'heure sur les batteries, mais je suis comme Patrick, je souhaiterais qu'on aille dans d'autres directions. C'est la question du militaire et du spatial. Je crois davantage aux coopérations renforcées qu'aux cercles à proprement parler. Il y avait une question ici au troisième rang. Voilà, oui, vous pouvez passer rapidement le micro. Et après, en haut. Alors, juste rapidement, juste par rapport à Monsieur Djankov, moi j'ai travaillé dans l'export et j'ai été en Bulgarie, donc il y a pas très longtemps, il y a 12 ans, et j'étais vraiment frappée par les gens que je voyais dans la rue. Il y avait un niveau de développement quand même qui était pas si élevé que ça, donc sans doute que le déficit est moindre qu'en France depuis 25 ans, mais le niveau de développement était différent. Alors j'ai une question par rapport à Monsieur Artus. Puisque quand j'ai étudié l'économie il y a 20 ans avec M. de Boissieu, nous avions eu une réunion sur les retraites. Et déjà il y a 20 ans, vous nous aviez alerté sur les problèmes de retraite, comme quoi on aurait des difficultés. Et là, quand j'entends M. Val qui nous dit qu'on va vivre jusqu'à 100 ans, ça on le sait, comment on résout l'équation des retraites 20 ans après? D'accord, merci. Et on prendra tout de suite la dernière question en haut. Oui, Guylaine Alajoignine, Institut de France, et pionnière de la télémédecine et vice-présidente de la Société savante de la Silver Economy. Donc on rentre dans une nouvelle société du vieillissement, on le sait, un senior né toutes les 37 secondes, un junior toutes les 42 secondes. Ne croyez-vous pas qu'à l'heure actuelle, il serait temps au niveau de l'Europe qu'on monte un plan Marshall? Allons-y. Un plan Marshall, un plan quinquennal en haute sécurité santé, c'est-à-dire qui répond à la troisième dimension du développement durable, pour que n'importe où, dans n'importe quel endroit, on puisse répondre à la question angoissante « Mais qu'est-ce que j'ai ?» Le plus grand des biens, c'est la santé, disait Socrate. 2, qu'on puisse, pour les médecins, il en manque 5 millions en Europe. Mon cher confrère, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Troisièmement, qu'on puisse rester chez soi le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles. Un grand plan concret où on est tous concernés. Merci. Rapidement les questions et il faudra conclure. Les réponses rapidement et il faut conclure. Moi, je veux bien prendre la dernière question qui est celle du vieillissement. Chère madame, je pense que vous faites relais à mon questionnement. C'est une des grandes vagues sociétales qui vient et je crois que l'Europe a toute sa place dans l'investissement technologique, humain et médical pour gérer ce que va être le grand âge de millions et de millions européens. Donc je suis pour un plan Juncker du grand âge. Ça me paraît une très bonne idée. Peut-être dire, oui, juste un tout petit mot. Je crois que ce qui sort de ce débat, c'est que pour la première fois, peut-être dans l'histoire contemporaine, nous avons 3 transitions en même temps. Il y a la transition démographique, la transition énergétique et la transition technologique. On sait les gérer une par une et notre grand défi, ça va être de gérer les 3 en même temps. Et alors, ce que dit Philippe Val est intéressant, c'est que finalement, ça a presque une chance, puisque peut-être que les nouvelles technologies aident à gérer la transition démographique. Enfin, vous voyez que nous avons ces 3 choses à faire en même temps en peu d'années. Et ceci est quand même extraordinairement compliqué. D'accord, on va conclure. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci à notre podium.
Et merci surtout à notre ami bulgare qui a lancé la discussion.